Partage et solidarité est la devise du Téléthon. C'est pourquoi de nombreuses communes se sont impliquées dans cette manifestation en participant au fil rouge, la Grande Cascade. Jusqu'au 30 novembre, les gens ont pu faire un don de 3 € chez leurs commerçants. En échange, ces derniers ont remis des dominos aux communes afin de créer leur figure. Les associations sont fortement mobilisées. De nombreuses actions sont mises en place. Tournois de belote, soirées jeux de société ou vente de gâteaux. Les personnes peuvent faire des dons en participant à ces manifestations. Le fitness club de Gundershofen participe aussi avec 12 heures non-stop d'aérobic et de musculation. En tant que responsable de l'aérobic ou de la musculation, c'est vrai que j'ai fait un défi cette année de faire 12 heures. 12 heures, on a commencé ce matin à 9 h. On va essayer de tenir jusqu'à 21 h pour le sport, parce que pour moi, quand même, le Téléthon, c'est un côté sportif. On a la chance d'être en bonne santé, d'avoir des muscles, donc là aussi, il faut s'éclater, il faut faire quelque chose pour le Téléthon. Un Téléthon, faire du sport, c'est très bien, mais c'est vrai aussi qu'il faut une participation financière. Donc, j'ai invité tous les membres du club à venir avec leurs parents, leurs amis, tout le monde, et je les ai invités à donner 5 € la séance. Le 30 novembre, les dominos ainsi récoltés ont été rassemblés au complexe sportif de Reichshofen afin de mettre en place le fil rouge de cette année. La récolte des dons s'est conclue par le déclenchement de la Grande Cascade. Un samedi du mois de novembre, Cogifer ouvre ses portes à un groupe de touristes. Ces visiteurs sont des passionnés du rail. Ils arrivent à l'usine dans l'un de leurs 2 autorails. Cet autorail de 1953 a été restauré par l'association ARE, Autorail Réseau Est. Il participera peut-être au projet de train touristique entre Bitche et Niederbronn-les-Bains. Rappelons que Cogifer a été vendu en septembre dernier à la société allemande Vossloh. La prise de contrôle n'a entraîné ni licenciement, ni restructuration. Cogifer réalise actuellement 85% de son chiffre d'affaires à l'exportation. L'entreprise est en pleine expansion, des embauches sont même en cours. Le rapprochement avec Vossloh permettra de réaliser des effets de synergie, notamment dans la conquête de nouveaux marchés. Le directeur de Cogifer, M. Mel, présente l'entreprise à l'association. La rencontre de ce samedi matin paraît trop courte pour beaucoup. L'autorail de l'association ARE doit circuler sur le réseau SNCF à des heures imposées. Les visiteurs font le tour de l'usine et repartent de Reichshofen, ravis de l'accueil qui leur a été réservé. Des nouveaux bâtiments sont inaugurés à Niederbronn-les-Bains. François Loos, ministre délégué au commerce extérieur, préside l'événement. Après un premier discours de Frédéric Reiss, député-maire de Niederbronn-les-Bains, la visite de nouvelles structures commence. Première étape, l'hôtel de ville. Après 7 mois de travaux, la foule peut visiter un bâtiment complètement rénové et remis aux normes. Des portraits de personnages ayant marqué la commune sont accrochés dans les couloirs. Les invités découvrent également la nouvelle salle du conseil municipal. Puis direction la maison des jeunes, derrière la mairie. Les visites des nouveaux bâtiments se font en présence des architectes respectifs. Enfin, les élus et invités se rendent à la maison de la musique et des associations où la musique municipale les y attendent. Après la visite de ces 3 nouvelles réalisations, tout se retrouve à l'Arc pour un dernier discours. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes le 1er décembre, nous sommes à Oberbronn et c'est le marché de Noël, c'est le 9e marché de Noël qui est organisé par la communauté de paroisse de Gundershofen-Merswiller qui donc regroupe 10 villages. Et comme Oberbronn cette année est venu se rejoindre au groupe de paroisse, c'est le tour de Oberbronn donc d'organiser ce marché sur cette place. Alors ça représente une structure d'à peu près 50 personnes qui chacun selon ses capacités fait une réalisation et donc ça va de la préparation de pâtisseries, de gâteaux secs et ça commence déjà au mois d'octobre pour réaliser certaines choses et c'est un travail de patience.
Le marché de Noël en général commence vers 14 h. Et vers 15 h, il y a les chorales qui chantent. Là c'est pareil, c'est une communauté de chorales de plusieurs villages ensemble, suivie par une chorale de jeunes. Et après les chorales, quoi de mieux pour accueillir un saint homme qui s'appelle Saint Nicolas. Saint Nicolas qu'on a vu ou qu'on verra tout au long de l'après-midi et qui se déplace et qui offre des cadeaux aux enfants, qui va voir les gens, qui va voir les différents stands et qui tout discrètement s'en retourne. Donc ici c'est le cas sur sa route pour aller rejoindre d'autres enfants dans le monde. La manifestation cette année est un plein succès dans la mesure où nous disposons d'une place qui est vraiment très grande déjà. C'est un lieu de passage et nous avons une météo très clémente. De plus, les gens sont rodés, ils ont l'habitude du marché de Noël qui se tient le premier dimanche du mois de décembre. C'est devenu maintenant une institution et j'aimerais bien que cette institution reste très longtemps ce qu'elle est et sinon pour s'améliorer encore. La commune de Gundershofen organise chaque année pour ses employés une démonstration de prévention contre les incendies. Pour qu'un incendie se déclare, il faut une combinaison de 3 éléments: combustible, comburant et oxygène. Christian Gaston, formateur, explique comment lutter contre un début d'incendie. Pour éteindre avec un extincteur ou n'importe, il faut enlever un élément. Donc le combustible, c'est très difficile à enlever. L'oxygène, du moins le comburant, il a fait déjà son travail, donc on supprime l'oxygène. C'est-à-dire qu'on agit soit par étouffement, soit par refroidissement. Vous avez 3 sortes d'extincteurs. Vous avez les extincteurs à poudre, les extincteurs à eau pulvérisée avec additif et les extincteurs CO2. Alors chaque extincteur a un rôle très particulier selon le type de feu. Vous avez les feux de la classe A, les feux de la classe B et les feux de la classe C. Les feux de la classe A représentent tout ce qui est les feux, ce qu'on appelle les feux secs. Bois, carton, chiffon, et ainsi de suite, il y en a une multitude. Tout ce qui laisse une braise. Les feux de la classe B sont tous les feux d'hydrocarbures. Vous en avez 3000 de répertoriés actuellement. Et les feux de la classe C, c'est feux électriques et feux de gaz. L'extincteur, né en 1918, existe sous différentes variantes. Chaque extincteur possède une goupille de sécurité. Chaque extincteur a ce type, que ce soit n'importe quelle marque, que ce soit n'importe quel type, il y a une goupille de sécurité. Première chose, enlever la goupille de sécurité. Alors, pour le CO2, comme j'ai dit, c'est surtout le petit feu d'hydrocarbures et feu d'origine électrique et tout ce qui est informatique et tout ça. Avec un CO2, on attaque le feu à peu près à 1 mètre, 1 mètre 50. Bon. Ensuite, vous avez les appareils à eau pulvérisée. Alors, et là aussi, avec ce type d'extincteur, comme je vous dis, on peut tout éteindre. C'est-à-dire que vous avez une mousse blanche très compacte qui permet d'empêcher les gaz de combustion de monter et l'oxygène de passer. Voilà. Et après, vous avez les appareils à poudre. Alors là, c'est spectaculaire. Vous attaquez le feu à 6 mètres et puis... Bon, mais là, si vous voulez employer dans un appartement, bonjour pour le nettoyage. Alors n'oubliez pas de vérifier vos extincteurs. Il est recommandé de les faire contrôler chaque année par des personnes compétentes. Pour bien fonctionner, un extincteur doit être sous pression. Si un extincteur a servi une fois, il ne faut pas oublier de le recharger. C'est dans le cadre des vérifications annuelles et obligatoires des paratonnerres qu'un défaut d'étanchéité est diagnostiqué. La croix, supportant le coq de l'église Saint-Jean de Niederbronn, bouge dangereusement. La décision est prise par les services techniques de la ville d'effectuer des travaux urgents, ce qui nécessite l'intervention spectaculaire d'une entreprise spécialisée dans les travaux en hauteur. C'est un beau métier, quand on aime faire, on le fait bien. Après réfection et restauration de la croix, c'est toujours le même coq, paré d'une nouvelle dorure, qui a repris le chemin des airs. Au fait, pourquoi un coq au sommet des églises ? Alors là, aucune idée. Un coq sur les églises, c'est en référence à ce texte avant la mort de Jésus-Christ sur la croix, où il dit à Saint-Pierre, avant que le coq ne chantera, tu me renieras 3 fois, tu déclareras 3 fois ne pas m'avoir connu. Il indique de nouveau et de façon précise d'où vient le vent, veillant pour de longues années sur les Niederbronnois.
La communauté de communes de Niederbronn-les-Bains prépare les fêtes de fin d'année. Différentes activités sont organisées autour du thème de Noël. Démonstration de confection de couronnes de l'Avent, travail du verre, objets de décoration, tous sont exposés sur de petits marchés de Noël. De nombreux curieux viennent ici et là glaner quelques idées. Un concours de décoration de sapins de Noël est également organisé à l'office de tourisme. Ils sont décorés par des figurines en carton ou en bonbons. Beaucoup d'originalité. Les commerçants préparent Noël. Tous ont déjà décoré leurs vitrines. Il en est de même pour les particuliers. Branches de sapin, Père Noël, cadeaux ornent les fenêtres. Le plus impressionnant reste tout de même le sapin de Niederbronn-les-Bains. Du haut de ses 36 mètres, il est le plus grand sapin du Bas-Rhin. Ce séquoia de plus de 100 ans est décoré par plus de 400 lumières scintillantes. Et maintenant, la bijouterie Heitmann vous présente les magazines. Faites plaisir, faites-vous plaisir avec la bijouterie Heitmann. Bienvenue chez De Dietrich Thermique à Niederbronn. Vous êtes ici sur le site dont l'activité principale est la fonderie. Et nous sommes actuellement à peu près 420 collaborateurs, dont à peu près 200 en fonderie, le reste étant des services généraux ainsi que l'usinage et le montage. Le site date, les premières pierres ont été posées en 1767 sous Jean de Dietrich. La préparation des charges du cubilo commence par l'arrivée des matières premières qui se font sur le quai de chargement. Alors nous avons 4 sortes de types de matières premières, de l'acier, du retour de fabrication, de la vieille fonte et de l'hématite. C'est de la fonte neuve venant de Russie ou d'Allemagne. Alors nous avons des charges de 1000 kg, 30% d'acier, 30% de vieille fonte, 30% de retour et 10% de fonte neuve. L'acier est véhiculé par un système d'électroaimant et pesé dans une benne peseuse. Nous avons une activité de recycleur, c'est-à-dire que pour fabriquer 34 000 tonnes de fonte liquide, en fait nous fondons à peu près 20 000 tonnes de vieilles fontes et de ferraille qui viennent de ferrailleurs de la région, notamment de la place de Strasbourg. Et de même que tous les canaux de coulée et les rebuts que nous fabriquons en interne, heureusement, ils ne sont pas trop nombreux puisqu'on était l'année dernière 1,7% de rebut sur l'ensemble de la production de l'usine. Et ça représente malgré tout, donc rebut plus les canaux de coulée, à peu près 7000 tonnes que nous refondons dans l'année. Donc c'est des déchets qui sont valorisés. Donc après, la fusion se fait dans le cubilo, environ à 1800-2000 degrés. Et la fonte coule dans le four de maintien de 40 tonnes. Alors à la fusion, il y a 4 personnes. Et à la coulée, il y a 2 personnes. Donc le four de maintien de 40 tonnes est chauffé électriquement. Et on transvase la fonte dans des poches de 1300 kg qui alimentent chaque chantier. En 2001, nous avons produit 34 000 tonnes de fonte liquide pour 26 000 tonnes de pièces. Il faut savoir que nous fabriquons toutes les pièces fonte pour les chaudières au sol de Dietrich, donc aussi bien les éléments de chaudière que tous les accessoires. Et il y a une petite activité pour charger notamment le chantier d'Isamatic qui est de la sous-traitance, donc on travaille pour des clients extérieurs et ça représente à peu près 3500 tonnes par an. Ici, nous ne fabriquons qu'un seul type de fonte, de la ENGJL 200. Tout le système est visionné par informatique. Les gaz sont brûlés à environ 1000 degrés, passent dans des échangeurs et sont épurés pour
la sortie à la cheminée. Alors nous avons deux ateliers de fonderie différents. Un atelier BMD qui date de 1968 et un atelier d'Isamatic qui date de 1982. La cadence du chantier BMD est de 34,2 moules à l'heure, tandis que l'autre atteint 250 moules à l'heure. Le site de Niederbronn a bien évolué au niveau environnemental, puisque avant 1994, le dépoussiérage du Cubilot se faisait par voie humide. C'est pour ça qu'on avait un panache de fumée en permanence qui sortait de l'une des cheminées du Cubilot. Par ailleurs, les chantiers de moulage étaient jusqu'à il y a 3-4 ans également en voie humide. Et nous avons passé toute l'usine en voie sèche, c'est-à-dire que ce sont non plus d'une filtration qui se fait à l'eau, mais ça se fait par passage à travers des filtres à manches. Les manches sont en tissus spéciaux. Alors les dégagements de gaz sur le chantier sont dus à la combustion du noyau. Le noyau, c'est ce qui fait le vide à l'intérieur de la pièce. Le noyau est composé de sable siliceux, d'une résine, d'un catalyseur, et le durcissement du noyau se fait par un gaz vecteur. Au niveau de l'activité de l'usine de Niederbronn, nous fonctionnons en règle générale en 2/8 et en fonction de la charge, nous passons certains équipements, notamment par exemple en ce moment, le chantier d'Isamatic tourne lui en 3/8. Donc les moules sont coulés sur la chaîne de coulée, sont refroidis pendant 1h30 et après on sépare le sable de la pièce. Et la pièce est transportée à l'ébarbage pour être nettoyée. Alors les pièces, avant le décrochage, passent sur une grille vibrante pour sortir le sable qui reste à l'intérieur. Et passent dans la grenailleuse après. Le nettoyage de la pièce se fait par du grenaillage. C'est une projection de billes d'acier sur la pièce pour enlever le sable restant sur la pièce. Donc après le décochage et le grenaillage, nous avons une partie débarbage, c'est-à-dire un meulage de la pièce, une finition pour que l'aspect soit correct. Alors toutes les chaudières passent à l'épreuve hydraulique, c'est-à-dire une chaudière, il faut que ce soit étanche. Donc toutes les pièces sont passées à 10 bars d'épreuve hydraulique. Si une petite fuite surgit, la pièce est rebutée. Alors toutes les heures, on fait une analyse de la fonte, on coule une pastille et on passe cette pastille au spectromètre. D'où nous avons une analyse dans les 30 secondes de tous les éléments de la fonte. Carbone, silicium, manganèse, phosphore, soufre, etc. Donc si la fonte dévie, on peut rectifier le chargement au Cubilot pour avoir l'analyse voulue. Les chaudières que nous produisons sur le site de Niederbronn vont de la petite chaudière de l'ordre de 12 kW jusqu'à des grosses chaudières de 1500 kW. Donc des chaudières pour les pavillons, également pour des immeubles, des collectivités, des hôpitaux, etc. Vous êtes devant le cimetière militaire allemand de Niederbronn. Et ce cimetière militaire est le tout dernier qui a été inauguré en France en 1966. Mais c'était un travail énorme. Hein. Il faut s'imaginer que dans les années 50, lorsque le Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, donc l'association allemande qui a pour but l'entretien des cimetières militaires allemands, à partir de 1954, il a eu l'autorisation de regrouper des soldats allemands tués en France et de créer des cimetières, de nouveaux cimetières. Il y avait environ 350 000 soldats allemands qui étaient tombés sur le territoire français et qu'il a fallu regrouper. Et c'était un travail énorme parce que l'une des premières missions était d'identifier les soldats qui n'étaient pas toujours clairement identifiables. À Niederbronn, il y a 10%
des soldats qui n'ont pas pu être identifiés. En règle générale, ils l'ont été. Et les cimetières militaires allemands ont une particularité. C'est que, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal d'arbres qui ont été plantés sur le cimetière. C'est une particularité. C'est l'idée romantique allemande qui lie la mort et la nature dans un cycle. Par contre, il y a un message également plus politique, plus national. C'est que les arbres en question, pour la plupart, il s'agit de chênes. Alors c'est le chêne allemand. Il semblerait que c'est Hindenburg qui, en 1930, donc dans la phase de départ de la création des cimetières militaires, ait demandé que soient plantés des chênes sur les cimetières militaires allemands. Je dirais que le cimetière militaire allemand de Niederbronn a d'autres particularités, c'est qu'il est justement pas seulement complètement allemand. Je sais bien qu'il est mentionné à l'entrée qu'il s'agit d'un cimetière militaire allemand. Or, il y a beaucoup de Hongrois qui reposent ici, plus de 150. Il y a d'ailleurs une petite stèle commémorative. Là, vous avez une tombe, l'une des tombes parmi les 4000 de ce cimetière. En fait, elles sont toutes présentées sur le même modèle. Vous avez 4 soldats qui reposent autour d'une telle pierre tombale. Vous avez 2 soldats qui reposent devant et 2 soldats qui reposent derrière. Vous avez les prénoms, les noms. Vous avez également la date de naissance, la date de décès. Alors, en ce qui concerne les histoires individuelles, c'est ce qui fait un petit peu, je crois, la richesse de nos possibilités pédagogiques, c'est de raconter des histoires de personnes qui reposent ici. Alors, par exemple, vous avez ici cette pierre tombale avec la mention de Ernst Schmidt. Et vous voyez que lors du Volkstrauertag, la journée de deuil allemand, il y a une personne qui est venue pour honorer la mémoire de ce Ernst Schmidt. Et là, nous avons une information, nous savons qu'il s'agit de la fiancée de Ernst Schmidt. Et nous le savons parce qu'elle nous a envoyé, il y a quelques années, il y a 3 années, une petite documentation sur son fiancé de l'époque. Alors, nous, tout ce qu'on savait, c'est qu'il s'agissait d'un sous-officier né en 1913 et mort pendant le Blitzkrieg, hein, la guerre éclair, le 18 juin 1940, 4 jours avant l'armistice de 1940. Alors nous avons eu une documentation par Gertraud Fuhrmann, qui était sa fiancée de l'époque, et qui nous raconte qu'ils étaient fiancés depuis 1938 et que le mariage était prévu pour juillet 1940, donc 3-4 semaines après son décès. Alors c'est une histoire qui n'est pas tout à fait finie, car les élèves, lorsqu'ils viennent ici, m'ont demandé mais qu'est-ce qui s'est passé alors après Gertraud Fuhrmann. On sait que Ernst Schmidt est décédé, mais Gertraud Fuhrmann, qu'est-ce qu'elle a fait? Alors il était impossible de répondre à cette question sans prendre contact avec Gertraud Fuhrmann. Donc il y a des élèves qui lui ont écrit, ils lui ont demandé qu'est-ce qui s'est passé, comment elle a vécu. Elle a répondu que 2 années plus tard, donc en plein milieu de la guerre, en 42-43, elle a rencontré un jeune homme, né en France d'ailleurs, qui est devenu soldat, qu'elle a épousé et qui a été porté disparu en 1944 et dont elle a un fils. Alors c'est une histoire allemande, je pense, assez classique. Alors effectivement, ici, ce qu'on pourrait faire, c'est raconter des histoires et pas raconter l'histoire. On essaie de faire les deux. Hein. On essaie d'expliquer que les petites histoires, les histoires individuelles mises bout à bout, font la grande histoire. Alors l'architecte qui a conçu ce cimetière, qui était sans doute soldat lui-même, a voulu donner aux visiteurs la notion de durée du temps pendant la guerre. Et il a voulu, par ces colonnes qui ont été érigées ici, vous avez 7 colonnes qui représentent 7 années de guerre. Et les noms qui sont représentés sur ces pierres, ce sont des noms de lieux de bataille. Donc ce bâtiment renferme une tombe collective. Il y a 149 soldats qui reposent dans cette tombe collective et 79 soldats inconnus. L'architecte, là encore, a voulu donner une triple signification à ce bâtiment. La première signification résulte de la forme du bâtiment. Vous voyez une forme ronde
avec une coupole. Et il naît de cette conception un écho très fort qui est censé interdire aux personnes qui rentrent dans ce lieu de parler. Donc dans ce toit, dans cette coupole, est aménagée une ouverture et en fait c'est un second symbole voulu par l'architecte, c'est que pour ces soldats qui n'ont pas vécu leur vie terrestre, il y a une possibilité de rédemption, donc c'est un message chrétien. Et le troisième message est un message universel. Par la même ouverture, vous avez un rayon de soleil qui entre par cet orifice et qui éclaire ce lieu de mort, et qui est un message d'espoir. Le travail de mémoire, les commémorations, c'est un travail qui prend de plus en plus d'envergure. Par contre, il faut se poser la question, à quoi sert le travail de mémoire? Est-ce qu'il s'agit uniquement de commémorer pour savoir ce qui s'est passé? Moi, je crois que c'est un des aspects de la question. Par contre, le travail de mémoire est un travail qui est un avertissement et qui est d'enseigner aux générations qui n'ont pas connu la guerre que des jeunes d'aujourd'hui sachent qu'il y a eu des temps où la liberté n'était pas implicite, n'allait pas de soi. Donc, le travail de mémoire est un travail qui est perçu par beaucoup de personnes comme un travail nécessaire. Alors ensuite, c'est aux populations, aux enseignants, de permettre de décrypter ce regard sur le passé et de dire en quoi il est essentiel. Il est essentiel parce qu'il donne un éclairage sur le besoin de liberté et que la liberté est un bien précieux qu'il faut savoir gérer et protéger.